Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Quels sont les spectacles du ciel à ne pas manquer en ce mois de juillet 2024 ? Cyril Birnbaum, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer le bel alignement entre Aldébaran, Jupiter et un fin croissant de Lune le 3, Uranus, tout proche de Mars le 15, Saturne et la Lune qui se lèvent ensemble dans la nuit du 24 au 25 et la belle configuration offerte par Jupiter, Mars, Aldébaran, la Lune et les Pléiades le 30. Nous nous attarderons aussi sur quelques objets du ciel profond et comme chaque mois, Sébastien Fontaine nous plongera dans l'histoire de l'astronomie, Cyril Birnbaum nous livrera un conseil photo et tous deux, en fin d'émission, nous ferons partager leur coup de cœur du mois. Messieurs, bonjour. 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 Sébastien, vous ouvrez le bal comme chaque mois avec votre chronique consacrée à l'histoire de l'astronomie ou d'ailleurs parfois de la conquête spatiale. Le mois dernier, vous nous avez raconté la vie de Valentina Tereshkova. J'invite nos auditeurs à se reporter au podcast de mois de juin pour écouter cette chronique. C'est la première femme dans l'espace, c'était quand même important. Mais en ce mois de juillet, on passe totalement à autre chose puisque vous nous parlez d'un astronome du 19e siècle, c'est ça ? Oui, un Allemand, Friedrich Bessel. On a déjà évoqué ce nom au micro. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de nous intéresser à cet astronome et aussi aux différentes étoiles qu'il a étudiées. Puisque Bessel, donc né en 1784 et mort en 1846, est surtout connu pour avoir fait la première mesure de distance par parallaxe d'une étoile. C'était en 1838. Et donc, cette étoile, c'est 61 du Cygne, une étoile que l'on trouve assez facilement dans la belle constellation du ciel d'été, une étoile de magnitude 5, distance 10 années-lumière. Et donc cette méthode, elle avait déjà été imaginée par d'autres astronomes avant Bessel, mais elle était difficile à mettre en œuvre puisqu'il fallait s'employer à des observations très fines, des mouvements angulaires des étoiles. Donc ça ne peut fonctionner à la méthode des parallaxes que pour les étoiles qui se trouvent plutôt au premier plan des astres que l'on voit durant la nuit. Et rappelez-vous, Tycho Brahe était d'ailleurs très, pas pessimiste, mais disons, il ne croyait pas trop à cette technique pour mesurer la distance des étoiles, dans la mesure où lui, Tycho Brahe, qui se considérait comme le meilleur observateur de son temps, n'arrivait pas justement à mesurer des mouvements angulaires d'astres dans le ciel. L'idée, en deux mots, oui. l'idée, on peut peut-être rappeler ce que c'est que la parallaxe, c'est qu'on observe un astre entre deux époques de l'année, c'est ça, et on voit comment il a bougé sur le fond du ciel, c'est exactement, ça ? j'allais venir. En fait, en gros, on observe à 6 mois d'intervalle depuis la Terre, on prend une étoile, et en observant cette étoile, et surtout en l'observant par rapport à son fond de ciel, finalement, eh bien, on mesure un petit déplacement angulaire en 6 mois d'observation. Et c'est cette mesure de l'angle qui nous permet de déduire, finalement, la distance de l'étoile. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça ne peut vraiment marcher que pour des étoiles qui sont relativement proches de l'observateur. Alors, attention, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Cette idée de parler de la parallaxe et de Bessel, je la dois à Fabien Miller, un astronome que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et qui m'a donné plein d'idées pour les podcasts. Et donc, voilà, je voulais quand même lui rendre hommage puisqu'il avait envie qu'on parle de ce sujet. Je ferme la parenthèse. Voilà, merci Monsieur Miller. Donc je continue. Donc Bessel va utiliser cette méthode pour tenter de mesurer la distance d'autres étoiles. Il va notamment pointer Sirius, vous la connaissez, on va y revenir. Et c'est en 1844, quand il regarde Sirius, eh bien, il note un déplacement angulaire de l'étoile, sans toutefois vraiment mettre en évidence la raison pour laquelle cette étoile se déplace. Et très vite, eh bien, Bessel va imaginer que l'étoile est perturbée dans son mouvement par la présence d'un autre astre. Et à l'époque, je vous rappelle qu'on est en train de chercher une hypothétique planète au-delà d'Uranus pour expliquer aussi les imperfections des mouvements calculés d'Uranus. Et donc voilà, là, il met le doigt aussi sur autre chose, sur le fait que l'étoile Sirius
est une étoile multiple, une étoile double. On en aura la preuve un peu après 1844, puisque c'est en 1862 que Clarke, un astronome anglais, mettra vraiment en évidence la présence d'une étoile compagnon finalement à Sirius, la fameuse Sirius B. Pour ça, Clarke va utiliser une lunette de 42 cm. Et je vous rappelle qu'une lunette de 42 cm, aujourd'hui encore en 2024, c'est extrêmement rare. On en trouve assez peu. Des fonctionnels dans les observatoires. Je pense par exemple à l'observatoire de Nice avec la grande coudée de 40 cm qui est un instrument assez impressionnant que vous pouvez visiter, hein. C'est tout à fait ouvert au public et on peut aussi comme ça avoir le luxe d'observer dans cette grande lunette et faire la comparaison finalement entre un télescope de 40 cm et une lunette de 40 cm. Ce n'est pas du tout le même monde. Donc Sirius, l'étoile principale de la constellation du Grand Chien, l'étoile la plus brillante du ciel, vous le savez, relativement proche de nous. Depuis Bessel, on a quand même eu des informations quant à sa distance. Elle se trouve à environ 8 années-lumière du Soleil, étoile relativement jeune d'environ 300 millions d'années. Je vous rappelle que le Soleil a près de 5 milliards d'années. Ça nous rappelle que les étoiles, finalement, n'ont pas toutes le même âge. Et le compagnon à Sirius, on va l'appeler Sirius B, c'est une naine blanche. Ce que pourrait devenir la Terre dans quelques milliards d'années finalement, une étoile donc toute petite, à peu près de la taille de notre planète, 10 000 fois moins lumineuse que Sirius, et on comprend les difficultés qu'ont rencontrées les premiers astronomes quant à la détection finalement de cette étoile si peu lumineuse et si proche finalement de Sirius. Beaucoup de mythes tournent autour de l'étoile Sirius. Hein. On a tous en tête les levées héliaques chez les Égyptiens et même chez les Grecs. À Sparte notamment, le lever héliaque de l'étoile était très important. On se rappelle que le lever héliaque, eh bien, c'est l'observation quasi simultanée du lever vers l'est et du Soleil et de l'étoile. Et chez les Égyptiens de l'Antiquité, eh bien, l'apparition de Sirius dans le Levant annonçait la crue du Nil, et c'était aussi le point de départ du calendrier égyptien. Beaucoup de gens aussi, et c'est là où M. Miller m'avait interloqué, accordent encore aujourd'hui beaucoup trop de crédit à Sirius et au mythe des Dogons. Cette population finalement du Mali, on est à 150 km de la frontière du Burkina Faso. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que pour de nombreuses personnes aujourd'hui encore, les Dogons seraient de grands précurseurs en astronomie et auraient découvert les différents compagnons gravitant autour de Sirius, donc Sirius B, voire une hypothétique Sirius C. Alors, il y a eu beaucoup d'études ethnologiques, notamment menées par Marcel Griaule, un ethnologue français. Dans les années 40, il s'est rendu à plusieurs reprises chez les Dogons pour étudier un petit peu leur cosmogonie, donc la façon dont ils imaginent la formation de l'univers à partir d'éléments plutôt mythologiques. Et c'est dans les années 50 que Griaule, donc l'ethnologue français, eh bien, rapporte que les Dogons seraient détenteurs de ce savoir, de cette connaissance d'une étoile multiple depuis au moins le XIIIe siècle, ce qui laisse quand même assez rêveur. Alors aujourd'hui, il y a des études plus ou moins scientifiques qui sont encore régulièrement faites. J'ai fait un petit tour sur Internet pour voir ce que l'on racontait de Sirius. Et très vite, quand on tape Sirius, eh bien, on tombe justement sur la mythologie Dogon et sur le fait que l'humanité serait arrivée par des extraterrestres venant de l'étoile Sirius. Donc il faut vraiment faire attention parce que voilà, les premiers résultats, le premier résultat qu'on trouve sur Google, c'est quasiment ce genre de choses. Je vous invite à aller voir sur YouTube un documentaire qu'avait réalisé le CNRS pour le compte de l'ICEA et de l'astronome que vous connaissez bien, Jean-Marc Bonibido, qui intervient de temps en temps à Ciel Espace. Et donc Jean-Marc Bonibido était allé en 98 chez les Dogons pour justement essayer de tirer un petit peu le vrai du faux, le faux du vrai dans cette histoire. Alors il est hyper enthousiaste. Bon, moi, je suis un peu plus mesuré que Jean-Marc, mais bon, il est allé sur place. Et c'est vrai que sur place, les commentaires vont bon train sur cette histoire de Sirius. Il y a des pseudo-alignements de pierres qui tentent de vous prouver qu'à certaines dates précises de l'histoire, eh bien, tel caillou indique l'apparition de Sirius, tel autre l'apparition du Soleil. Bon, des cailloux sont toujours plus ou moins alignés, mais voilà, il faut quand même se méfier. Et surtout, ce que je veux dire, j'ai mon ami à ma gauche là, qui fait un peu le pitre.
c'est que, pour finir avec cette histoire des dogons, je ne sais pas forcément là où vous voulez venir, mais bon, très bien, c'est qu'aujourd'hui, on a l'hypothèse de l'intégration culturelle pour tenter d'expliquer comment les dogons, aujourd'hui encore, sont convaincus d'avoir finalement eu cette connaissance de l'étoile double. Il est fort à parier qu'au début du XXe siècle, des missionnaires belges en tournée, si j'ose dire, du côté du Mali et du Burkina, eh bien, ont pu évoquer des événements astronomes amateurs qui transportaient des bibliothèques et notamment quelques ouvrages de Flammarion où justement les récentes découvertes de Sirius B étaient notées. Et donc aujourd'hui, voilà, on penche plutôt sur une intégration d'éléments scientifiques dans une culture finalement cosmogonique et voilà, qui reste quand même tout à fait intéressante à étudier. Mais méfiez-vous des moteurs de recherche finalement et de ce qu'on peut lire sur Internet à propos du Sirius et des dogons. Très bien, merci beaucoup pour cette chronique. Je vous parle pas que j'ai vu le film aussi de Jean-Marc sur les... Cyril, oui. Oui, je l'avais vu à l'époque dans un cinéma, il m'avait invité et c'était assez psychédélique en fait, parce qu'en fait tu avais à la fois des légendes sur un renard pâle qui se baladait, tu avais la découverte à l'œil nu de Sirius B, alors tu te disais mais comment c'est possible, enfin c'est assez... alors je sais pas si on peut le voir sur le site du CNRS là. Alors oui, c'est sur le site du CNRS et c'est aussi sur YouTube, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Ça vaut le coup d'y aller. Même avec Jean-Marc, mais voilà, il faut. Ça vaut le coup d'y aller alors. Mais c'est vraiment intéressant. Ouais. Et après, je me souviens qu'il interviewait. Là, il y a David est en train de blanchir parce qu'on est à 12 minutes sur la chronique. Oui, ça commence très bien. Ça commence très fort. Il nous a dit soyez en forme, messieurs. Voilà. Et donc, ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'en fait, il y a des interviews d'un ethnologue dans le reportage qui est. Alors, je me souviens plus du nom, ça fait tellement longtemps. Mais là, c'est vraiment passionnant aussi. Enfin, c'est une rencontre qui est très intéressante. Et ils le font sur un coin de table là, et c'est assez chouette. Donc, allez regarder. Allez, je reprends la main parce qu'effectivement, cette chronique sur Frédéric Béchel est partie très 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 loin de Frédéric Béchel en fait. Et on enchaîne avec donc le premier événement de Céleste de ce mois de juillet. Donc le 3 juillet, une belle conjonction entre Jupiter et un fin croissant de Lune, avec l'étoile Aldébaran dans l'alignement. Cyril, ça se passe à l'est, il faut se lever tôt, non, je crois? Oui. Ah ben j'ai fait court. C'est bon, on a rattrapé le retard. Voilà, on a rattrapé le retard. Tu as une autre question? Oui. Alors, donc oui. Exactement. Je vais être sympa. Donc effectivement, ce 3 juillet, il faudra se lever plutôt vers 5h du matin. Hein. En fait, ça va être le bon moment. Le soleil va se lever à 6h. La nuit astronomique, alors c'est rigolo, j'ai regardé parce qu'on est encore proche du solstice, hein, le 3 juillet. La nuit astronomique, elle sera en fait de 1h34 à 2h21. Il fera vraiment nuit noire à ce moment-là. C'est court. Donc il faudra attendre bien 5h du matin et à ce moment-là, vous aurez la Lune à 14 degrés au-dessus de l'horizon est-nord-est. Là. Vous aurez Jupiter à 4 degrés de la Lune. Et alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a les Pléiades un peu au-dessus qui seront visibles forcément. Il y a Aldébaran, le Taureau, donc il y a les Pléiades pas loin. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la Lune est un fin croissant, c'est un dernier quartier à 10%. Donc ça veut dire que vous allez avoir quand même un bout de lumière cendrée. Donc ça, c'est quand même très très chouette si vous êtes... fait tard et que vous rentrez vous coucher à 5h, ou l'inverse, vous partez bosser très 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 tôt. Donc c'est l'occasion, c'est l'été de... Bah oui, c'est l'été, on peut être tout à fait réveillé à cette heure-ci facilement, si on est motivé. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça se photographie, un petit lever de lune avec oui, là, carrément, il faut y aller à fond. Alors soit vous êtes vraiment très très débutant et je vous conseille de vous inscrire au stage de photo de Carcan organisé par l'Association française d'astronomie en septembre, là, où vous avez à peu près 80 participants, une dizaine de personnes qui encadrent ces rencontres. En fait, c'est pas des stages, c'est des rencontres. Une journée typique, c'est à la fois des ateliers le matin, des ateliers l'après-midi, un retour sur les travaux de la veille en soirée, parfois une conférence en plus en fin d'après-midi, et puis un rallye le soir sur une thématique et on part un peu partout. Alors c'est dans un endroit plutôt sympa, à côté d'un grand lac et à côté de la mer, de l'océan, pardon. Donc c'est plutôt très très agréable à faire. Sinon, si vous voulez que je sois pas trop long, il y a une solution simple qui sera de prendre votre smartphone. Donc votre smartphone, donc c'est vraiment si vous êtes débutant, vous prenez votre smartphone. Donc comme vous avez compris qu'il y avait 14 degrés d'un côté, même jusqu'au Pléiade 6 degrés de l'autre côté. Donc il va falloir le mettre plutôt en horizontal qu'en vertical, donc en mode paysage et non en mode portrait comme on a l'habitude de faire un selfie du pouce là. À ce moment-là, vous bloquez bien pour être le plus stable possible.
parce qu'a priori, on n'a pas forcément sous la main un pied photo et un support de smartphone, ce qui serait idéal. Vous faites la mise au point sur la Lune, et puis du bout de doigt, soit vous montez, soit vous descendez sur l'écran, ce qui va sous-exposer ou surexposer. Ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est de sous-exposer un petit peu, ce qui va donner en fait les lueurs du jour, c'est-à-dire que le côté, alors peut-être ça sera rouge, peut-être ça sera un petit peu violet, qui est plus agréable, c'est que vous allez avoir un dégradé qui va partir du sol jusqu'au bleu nuit, avec donc à la fois d'un côté Jupiter, de l'autre côté la Lune, et puis avec un peu de chance, vous aurez, si la pause est assez longue, enfin un téléphone un peu moderne, vous aurez les Pléiades. Donc ça, c'est la solution facile. Si vous avez un appareil photo, là, il vous faut nécessairement un pied photo. Donc à ce moment-là, il faut savoir débrayer l'appareil photo. Vous n'avez pas besoin de mettre sur une grande sensibilité, c'est-à-dire que si vous mettez à 100 ISO, 200 ISO, ça fonctionnera très bien. Vous pouvez avoir un petit zoom pour vous rapprocher, pour cadrer au plus près à la fois de Jupiter et de la Lune, ou de la Lune et des Pléiades. Vous pouvez à ce moment-là faire une première pause avec par exemple une seconde en laissant pleine ouverture ou en fermant un peu d'un diaphragme, et à ce moment-là vous allez avoir le résultat sur votre écran. De ce résultat, vous allez savoir si vous êtes sous-exposé ou surexposé, et vous allez comme ça poser un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps jusqu'au moment où vous avez le dégradé. Donc c'est assez facile à faire. Il faut bien penser à faire la mise au point, idéalement utiliser un retardateur et puis voilà, enfin ou avoir un petit déclencheur à la main. On ne peut pas appuyer sur le. Vous risquez en fait de faire vibrer en fait tout le procès, à moins d'avoir un très très gros trépied, enfin d'être tout robuste, vous risquez d'avoir une petite vibration qui va faire, comme vous posez probablement une demi-seconde, une seconde ou voire 2 secondes selon votre appareil, la modernité de votre appareil, vous risquez d'avoir une petite vibration qui fait que ça va être flou. D'où l'intérêt d'avoir un retardateur, on appuie, et puis 2 secondes après, l'appareil déclenche 2-3 secondes ou 5 secondes après. C'est-à-dire que ça, c'est une fonction maintenant sur tous les appareils photo numériques. Vous avez le retardateur qui est incrusté. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On passe au 15. Toujours très tôt et toujours vers l'est, pointer Mars à faible grossissement sera assez intéressant. Expliquez-nous tout, Sébastien. Oui, alors en fait, Mars, elle est de plus en plus brillante. On se dirige vers l'opposition qui aura lieu début 2025. Et donc là, c'est plutôt 3 heures avant l'apparition du Soleil qu'il faut commencer l'observation. Donc on pointe Mars. Mais ce qui est intéressant, c'est pas d'observer Mars ce soir-là, c'est de regarder un petit peu à côté, à 1,5 degré. Donc en gros, un diamètre lunaire de Mars. À l'est de Mars, vous avez Uranus. Qui sera dans votre champ visuel. Donc à l'œil nu, si vous êtes très performant au niveau de l'observation, voilà, une bonne acuité. Mais sinon, dans une paire de jumelles ou avec un télescope, l'intérêt, c'est enfin de pouvoir débusquer facilement Uranus, donc avec un éclat plutôt légèrement verdâtre, contrairement à la couleur ocre très prononcée de Mars. Donc vous avez Mars et Uranus dans le même champ. Vous recentrez votre instrument sur Uranus, vous mettez un grossissement plus fort, et là vous commencez à tenter d'observer Uranus de belle manière. Donc voilà comment Mars peut nous conduire en direction d'Uranus. Tout ça se passe du côté des Pléiades, donc c'est vraiment très facile à identifier dans le ciel. On peut espérer identifier des couleurs différentes entre Mars et Uranus dans une paire de jumelles? Ah oui, complètement, oui, pardon, j'aurais peut-être dû le dire, même à l'œil. Alors à l'œil nu, c'est difficile de voir Uranus, on l'a déjà évoqué plein de fois, mais à l'œil nu, la couleur ocre de Mars se voit sans aucune difficulté. Dans une paire de jumelles, cette couleur est évidente, et c'est très intéressant, vous faites bien de le dire, de comparer aux jumelles, ne serait-ce qu'aux jumelles, les éclats de Mars et de Uranus, donc des éclats différents. Mars est beaucoup plus brillante, bien entendu, mais surtout des couleurs. Oui, les teintes deviennent perceptibles. Au télescope, c'est flagrant pour Uranus, bien sûr. Très bien, donc essayez d'observer Uranus à côté de Mars le 15. Dans la nuit du 24 au 25, peu après minuit, un joli lever de lune accompagné de Saturne. Quelle est la phase de la Lune, Cyril, ce soir-là? On est en dernier quartier avec à peu près 83% d'illumination. Donc une phase assez généreuse, on va dire. On peut essayer de l'observer au télescope à partir de... Oui, alors c'est amusant. C'est-à-dire que si vous êtes en France, tout simplement, c'est-à-dire que vous allez avoir vers 23h30 le lever de cette lune. 2 degrés au-dessus, vous allez avoir Saturne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes, par exemple, en Inde, au sud de Delhi, à Jaipur, là, sur un site que j'ai jamais visité, mais qui doit être complètement incroyable, vous savez, le site où il y a les grands instruments d'observation du XVIIIe siècle, là, qui s'appelle Jantar Mantar.
à ce moment-là, en fait, Saturne passe derrière la Lune. C'est encore plus rigolo. Ah oui, évidemment. Forcément, c'est beaucoup plus marrant. C'est pour les voyageurs. Voilà. J'imagine il y a bien quelqu'un qui nous écoute qui sera là-bas ce jour-là. Il n'y a pas de raison. Toute la planète. Alors revenons quand même en France. Là. Donc vers minuit et quart, si vous observez donc cette Lune, juste au-dessus à 2 degrés, vous aurez la planète Saturne. Donc ça va être assez chouette. Ça veut dire qu'avec aux jumelles déjà, enfin des bonnes jumelles plutôt, des 10, des 12, 80 là, vous verrez un petit point un peu ovale qui serait Saturne avec la Lune dans le champ. Et au télescope, si vous grossissez très peu au final pour regarder pas mal de champs, peut-être une vingtaine ou une trentaine de fois, vous avez sûrement les deux dans le champ. Voilà. Est-ce que la Lune elle-même présente un intérêt? J'imagine que oui, mais elle passe au méridien vers 5h30 du matin. Ouais. Donc si on se lève tôt, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est toujours rigolo d'observer la Lune. Alors, c'est vrai qu'il faut être volontaire quand même pour se lever à 5h30 pour prendre une Lune à 83%. Parce qu'elle est claire, hein, vous l'avez dit, elle est bien ronde, elle est quand même un peu ronde. Donc à ce moment-là, ce que vous allez voir, si vous vous souvenez, sur la Lune, on a l'habitude quand on parle à nos gamins, ou même nous quand on a été gamin, à voir un lapin un peu à l'envers, là, avec les oreilles vers le bas. Là. Donc elle va être mangée côté des oreilles. Ça vous aide? Alors, on va rappeler, oui, les mers lunaires forment un peu un dessin de lapin. Voilà, c'est ça. Donc ce qui est sombre forme le corps du lapin. Donc quand vous regardez une pleine lune de l'hémisphère nord, là à gauche, vous avez le bidon du lapin et ses pattes, donc près du bord de la lune, et puis plutôt en haut à droite, vous allez avoir la tête et qui redescend derrière 2 oreilles. Voilà, il y a une sorte de petit museau là au bout d'une des mers. Bon, en gros, ça donne des mers. Donc on a la mer de la tranquillité et la mer de la sérénité qui est juste au-dessus, qui forme en fait la tête et les oreilles. Là. Un endroit qui est toujours amusant, moi j'aime bien montrer en fait, parce que il y a pas mal d'émotions, c'est de repérer en fait dans la mer de la tranquillité l'endroit où Apollo 11 s'est posé. C'est toujours sympa à faire. Donc là vous l'aurez bien parce que comme le Terminator va tomber pile sur les oreilles du lapin, donc ça tombe pile à peu près à l'endroit où Apollo s'est posé. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis de l'autre côté, vous aurez la mer des pluies, la mer des nuées, et puis un océan, je ne sais plus comment il s'appelle, l'océan des tempêtes, voilà, qui est complètement sur le bord. Sur le bord, là aussi vous pourrez bien voir une sorte de rond bien plus sombre qui est coté complètement donc sur le bord à gauche côté hémisphère nord quand vous regardez depuis la France là. Donc vous avez le cratère Grimaldi là qui est assez joli aussi donc qui fait une sorte de grand cercle ovale là qui est plutôt sympa. Et puis après là je pense qu'il n'y a aucune hésitation en fait, le seul cratère à observer ce jour-là à 5h30 c'est le cratère Cyril bien sûr. Forcément, qui est accroché à Théophile et puis avec Catherine qui est juste en dessous. Donc, ce qui sont sympas parce qu'il y a des pics centrales. Enfin, en gros, vous pouvez vous promener, mais la meilleure astuce, c'est quand même de prendre son smartphone, de télécharger l'application Moon Globe. Donc, sur Moon Globe, elle est gratuite. Là, vous avez la possibilité de changer la date, enfin, de préparer même votre observation. Il va positionner la bonne phase. Et puis, vous avez la possibilité de mettre les légendes, c'est-à-dire de connaître le nom des cratères, le nom des mers, etc., de zoomer. Donc vous pouvez être en même temps et vous devez pouvoir inverser. Alors, je suis moins sûr de ça par contre. Logiquement, vous devez pouvoir inverser droite-gauche et est-ouest, enfin nord-sud, est-ouest. Donc ça vous permet de vous remettre comme dans un oculaire. Voilà. Si vous n'avez pas de télescope, n'hésitez pas à regarder aux jumelles, c'est beau. Hein. Très bien, donc une observation à faire dans la nuit du 24 au 25. Le 30, toujours vers l'est, une belle configuration entre Jupiter, Mars, Aldébaran, la Lune et les Pléiades. C'est à quelle heure, Sébastien? Alors vers 4h du matin. On n'est pas 2 minutes près. Moi, ce que j'invite à faire, c'est de regarder dès la veille, le 29, toujours à 4h du matin, histoire de voir la Lune finalement se déplacer le long de l'écliptique durant les 2 ou 3 prochaines nuits. Donc vous observez en gros du 29 au 31, et le point d'orgue, c'est le 30, comme vous le disiez, où la Lune se trouve du côté de l'amas des Pléiades. Un peu plus haut vers le sud, on peut tenter de repérer Uranus, qui reste quand même dans les parages, c'est intéressant à noter. Et surtout, en redescendant sous les Pléiades, eh bien, vous allez donc retrouver l'éclatante planète Mars et un peu plus basse Jupiter, extrêmement lumineuse aussi. On peut comparer les éclats avec celui des étoiles environnantes. Je pense à Aldébaran dans les Hyades, donc on est en plein dans la constellation du Taureau. Ça nous annonce déjà l'hiver, ça. Mais Aldébaran, donc c'est un teinte rouge-orangé qui contraste beaucoup avec le teint beaucoup plus blanchâtre, voire jaunâtre de Jupiter. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer les éclats et les couleurs d'Aldébaran et de Mars.
voir un petit peu laquelle est la plus rouge et la plus lumineuse. Très bien. Écoutez, il nous reste un tout petit peu de temps et juillet, c'est quand même un moment idéal pour parcourir la Voie lactée, au moins son cœur. On va parler un peu d'objets du ciel profond, enfin on en parle assez rarement. Si je vous demande à l'un et l'autre de donner un objet, un seul, de la Voie lactée qui serait intéressant à observer ce mois-ci, Sébastien, ce serait lequel ? Dans la Voie lactée, petite difficulté pour certains, je vais parler du sac à charbon. Ah bah oui. C'est hyper intéressant à observer. Alors, l'inconvénient, c'est que certains auditeurs l'auront remarqué, c'est pas franchement facile à voir depuis nos latitudes. C'est un objet clairement du ciel austral, mais la Voie lactée est très très belle dans le ciel austral, bien sûr. Et donc, le sac à charbon, c'est un nuage obscur qui va masquer beaucoup d'étoiles qui se trouvent en arrière-plan. On est du côté de la constellation de la Croix du Sud, la plus emblématique du ciel austral et une des plus célèbres du ciel tout court. Et c'est sur la gauche de la grande branche, voilà, du côté des étoiles Crux, que certains appellent Mimosa, si je ne me trompe pas. Donc vous êtes sur la gauche de la croix. Et là, vous avez vraiment, en bordure de Voie lactée, cette tache obscure qui vous masque vraiment plein d'étoiles. C'est grand, hein, ça fait la superficie d'une trentaine de lunes apparentes. Donc c'est quelque chose qui ne se rate pas. Et donc, même si vous observez cette zone sombre au télescope, eh bien, vous serez surpris de ne pas voir vraiment d'étoiles. C'est assez étonnant à entreprendre comme observation. Donc si vous êtes en vacances dans l'hémisphère sud, cet été, vous observez la sac à charbon. Cyril, un objet peut-être plus observable sur notre latitude ? Je vais être plus sympa. Alors, depuis Delhi. Non, moi, c'est Oméga, là. C'est la nébuleuse du Cygne ou du fer à cheval. Donc là, celle-ci, elle est très, très lumineuse. Elle est observable aux jumelles. C'est-à-dire que c'est une nébuleuse plutôt sympa parce qu'elle ressemble à une sorte de petits traits avec un petit point d'interrogation. C'est très très lumineux, c'est très brillant dans le ciel. C'était Herschel qui l'avait dessiné en premier, là, d'où ce nom de Oméga. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a dessiné les premiers dessins en 1837, là, il fait une sorte de lettre grecque Oméga, d'où son nom au départ. Donc pour la retrouver, c'est assez facile. Vous prenez donc sous nos latitudes, là, si vous êtes en France, vous partez directement quasi plein sud, vous visez le bas de la Voie lactée. Dans le bas de la Voie lactée, vous avez la Théière, en fait, le Sagittaire. Si vous êtes aux jumelles, vous partez du bec verseur de la Théière, vous remontez de 3 champs à peu près. Alors faites attention parce qu'en fait sur le chemin il y a 2 autres nébuleuses, c'est pas sympa. Il y a un piège. Donc on a Trifide et Lagune, la M8 et M20 qui sont sur le chemin. Mais en gros, donc si vous êtes en azimutal, on va dire, c'est-à-dire vraiment avec des paires de jumelles, c'est-à-dire que vous allez de droite à gauche et de haut en bas. Donc là vous partez du bout du bec verseur, vous montrez à peu près de 3 champs et au milieu, à un peu plus d'un champ, vous avez 2 autres nébuleuses, c'est pas les bonnes. Donc vous continuez à 3 champs et vous allez voir en fait cette petite virgule dans le ciel qui est assez brillante. C'est super facile à observer et c'est dans une myriade d'étoiles parce qu'on est en pleine Voie lactée. Si vous êtes au télescope, là, s'il est équatorial, c'est plus malin de ne pas faire comme ça. C'est plutôt de partir du haut de, je sais pas comment on dit, le haut de la théière, là, je sais pas, du chapeau de la théière, voilà. Et vous partez juste en déclinaison, c'est-à-dire que vous remontez et vous allez tomber directement, pareil. Alors je sais pas combien de champs, là, c'est plus long mais vous allez retomber sur le premier objet que vous allez voir. Là, par contre, c'est directement cette nébuleuse. Donc c'est très brillant, très facile à observer, et puis c'est vrai que c'est assez joli, quoi. Même à prendre en photo, c'est assez facile parce que c'est super lumineux, là. Ça crame le capteur. Voilà. Très bien. Écoutez, on essaiera d'observer la nébuleuse Oméga en ce mois de juillet. Cyril, vous gardez la parole puisque c'est le moment de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous aidez à progresser en astrophoto, ou en tout cas, vous nous indiquez une cible extrêmement intéressante. Ce mois-ci, vous allez nous parler, je crois, des nuages noctulescents, c'est ça ? Bah oui, c'est-à-dire qu'on est encore début juillet, là. Alors fin juillet, c'est peut-être plus la peine, mais là, on n'est pas loin du solstice. Depuis que les beaux jours sont revenus fin juin, qui fait enfin beau, là, c'est la folie quasi tous les soirs, là. D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle des nuages polaires aussi. Je me souviens d'avoir, donc dans les années 98, je pense, j'étais parti en Suède et en fait j'avais pris des photos de ces nuages en pensant que c'était une aurore boréale, et en revenant à la rédaction de Ciel Espace, tout le monde s'était un peu moqué de moi, c'était pas sympa. Mais alors donc depuis je sais ce que c'est, voilà. Donc on a des nuages d'altitude qui sont plutôt dans les 75 km d'altitude, alors que ceux qu'on a au-dessus de nos têtes régulièrement c'est plutôt 12 km. Et quand en fait les nuages qu'on a au-dessus de nos têtes sont dans l'ombre de la Terre, là, donc c'est plus du tout éclairé,
Les autres qui sont beaucoup plus hauts peuvent être encore éclairés et ça fait des sortes de nuages bleu électrique, bleu EDF là, dans le ciel qui ont une petite forme de vague et qui, si vous faites du time-lapse, peuvent se déplacer. Là, il y a pas mal d'images en ce moment qu'on peut retrouver sur spaceweather.com. Donc, ce qui est amusant là, c'est d'essayer de les observer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les observe pas à n'importe quelle heure, en fait. C'est ça l'astuce. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir les bonnes heures. Donc là, début juillet, ça sera entre 22h30 et 23h30. En gros, vous avez une petite chance d'en voir. Donc, il faut bien sûr attendre qu'il fasse un peu nuit, hein. Et il faut commencer à prendre en photo régulièrement et puis à un moment, parce que vous les avez pas forcément à l'œil aussi, c'est-à-dire que c'est pas systématique, c'est-à-dire que ça peut être très, très diffus. Et on regarde dans quelle direction? Alors vous regardez plein nord, bien sûr, il faut être sous nos latitudes, là entre 40 et 60 degrés en gros, il faut que le soleil soit donc entre moins 6 degrés et moins 12 degrés sous l'horizon pour pouvoir les voir. Entre 0 et moins 6 il fait trop jour, et entre moins 12 et plus bas en fait ils sont plus éclairés. D'où l'horaire vraiment pile poil d'une heure là. Enfin en gros j'ai fait un peu à la louche, hein, j'avoue. Donc vous prenez votre appareil, vous prenez plutôt un grand angle ou même un 50 mm, ça marchera, hein. Trépied photo, vous visez, donc il y a encore des lueurs, hein, il y a encore les lueurs du jour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi les lueurs du jour qui se mélangent à ces nuages bleu électriques. Donc vous pointez carrément plein nord, là, vous réfléchissez même pas. Vous prenez un peu un horizon pour faire un petit peu joli. Il y a pas mal d'images qui sont faites sur Paris, qui sont très belles avec la Tour Eiffel. Jean-Luc Dornier-Verne y en avait fait il y a quelques années. On en trouve dans d'autres villes, on en trouve à la campagne, enfin on en trouve même dans toutes les capitales. Il y a une quinzaine de jours, en fait, il y a eu sur Space Weather je crois que c'est un Danois qui a fait une photo qui est très rigolote. En fait, il s'est pris en train de travailler sur son ordinateur chez lui, mais il y a une baie vitrée qui est derrière lui, et donc derrière lui, on voit les nuages tout bleu électrique. Donc c'est plutôt sympa. Il s'est mis en scène et c'est plutôt très très chouette comme image. Donc il suffit de faire une photo comme une conjonction en quelque sorte, c'est-à-dire que vous faites une première photo à 1 ou 2 secondes, et puis vous ajustez. Vous n'avez pas besoin de monter en sensibilité. Vous restez sur 100 ISO, 200 ISO, enfin la base là, et c'est gagné à coup sûr, et vous pouvez vous amuser à faire du time-lapse, c'est-à-dire des photos régulières pour voir ce truc un peu bouger comme des nuages, quoi. Voilà. Super. Et puis si vous réussissez une très belle photo avec une belle mise en scène de nuages noctunescents, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse ouvertlanuit@cielespace.fr et peut-être qu'elle passera dans le magazine. Nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Je le rappelle, un astre, un livre, une exposition, un événement, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas. Vous avez carte blanche. Sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci, Sébastien ? Alors, je vais rester du côté de la Croix-du-Sud. Donc, on a parlé tout à l'heure du sac à charbon, et juste à côté, on a l'extraordinaire NGC 4755 que tout le monde appelle la boîte à bijoux. Donc, c'est un amas ouvert extraordinaire qu'on détecte à l'œil nu, hein, sans grande difficulté. Donc, on est vraiment dans une partie du ciel qui est vraiment extraordinaire. La Croix du Sud, donc constellation tout à fait remarquable. La Voie lactée est éblouissante, voilà, donc myriade d'étoiles que l'on révèle facilement dans une paire de jumelles, le sac à charbon qui masque les étoiles de la Voie lactée, et juste à côté, donc c'est cette boîte à bijoux, une centaine d'étoiles très lumineuses. Quand on regarde ça aux jumelles au télescope, c'est extraordinaire, et surtout dans un télescope de 200 mm, eh bien, on voit très bien, à peu près au milieu de l'amas, une étoile rouge qui nous rappelle par exemple Bételgeuse, une étoile rouge mais vraiment très, très lumineuse, et tout autour des étoiles bleutées, d'autres blanches, et vraiment cette myriade d'étoiles contraste fortement sur le fond du ciel qui est vraiment très très sombre. Et donc quand on explore l'hémisphère sud, on doit commencer par ce type d'objets qui sont vraiment assez fabuleux. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde aussi ces astres, eh bien, on peut refaire un peu d'histoire. On se rappelle que l'hémisphère sud n'a été observé par les astronomes que tardivement, finalement, ou du moins on a nommé les astres de l'hémisphère sud tardivement. Et donc c'est Lacaille, par exemple, qui rencontre pour la première fois l'observation de la boîte à bijoux. Quant au sac à charbon dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'était plutôt les explorateurs partis du côté de l'Amérique qui en avaient fait mention au XVIe siècle, notamment le capitaine de la Niña qui accompagnait Colomb dans son aventure américaine. Très bien, donc on a compris que vous alliez passer vos vacances d'été au Chili, c'est ça ? L'année prochaine, oui. L'année prochaine. Cyril, quel est votre coup de cœur pour ce mois-ci ?
Moi, c'est un livre que j'avais raté, je pense, quand il est sorti, là, mais je l'ai complètement raté, même je suis complètement passé à côté. C'est Sauver la nuit de Samuel Chaléa aux éditions Premier Parallèle. Donc, il a dû sortir au mois de février en livre de poche. Et là, ça a été complètement pas une révélation, mais ça a été un coup de cœur, un coup de cœur ou un coup dans la tronche, parce qu'en fait, c'est des problématiques sur la nuit, effectivement. Je ne m'étais pas forcément posé les questions ou les bonnes questions, c'est-à-dire que je m'étais arrêté à dire c'est relou les lampadaires, c'est pas bien, et puis ça s'était arrêté là, quoi. Et puis quand le petit village à la campagne, ça a commencé à éteindre à 10h, j'étais très content, quoi. Je suis pas allé beaucoup plus loin que ça, voilà. Et donc là, c'est vraiment fascinant, c'est-à-dire qu'en plus, c'est une autre écriture, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de lire plutôt des livres de sciences dures, on va dire, donc que ce soit maths, physique et forcément astrophysique ou astronomie. Et là, c'est un géographe qui écrit le livre, donc c'est complètement une autre approche, en fait. Il y a d'autres références que moi j'ai pas forcément, c'est-à-dire que ça permet de réfléchir un peu et d'aller un petit peu chercher. Il y a toute une partie note à la fin du livre qui aide bien à arriver à s'en sortir, là. Et ce qui est intéressant, c'est, je suppose que, alors tiens, ça, je pourrais faire un sondage auprès de vous, c'est-à-dire que moi, gamin, j'adorais prendre un livre, un atlas, donc et feuilleter l'atlas. Je sais pas si vous c'était pareil, si c'est au commun aux passionnés d'astronomie par la suite, c'est-à-dire ouvrir un atlas et regarder les cartes, rêver sur des cartes terrestres, c'était assez dingue. Et puis un truc qui m'éclatait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la fin des atlas, il y avait la cartographie, mais qui était, alors je ne sais pas comment on nomme ce truc-là d'ailleurs, qui était en lien avec le PIB, avec le nombre de population, avec, je ne sais pas, l'or, les ressources naturelles, tel ou tel truc. Et en fait, ça a changé complètement la forme du continent ou du pays, etc. Et ça, c'est vrai que ça me fascinait. Et je retrouve la même chose dans ce livre, c'est-à-dire qu'en fait, on réfléchit avec l'auteur, c'est-à-dire que là, vraiment, il nous emmène, c'est-à-dire qu'on lit le bouquin, et puis des problématiques arrivent, donc on analyse en même temps. En fait, on a l'impression d'être plus intelligent en lisant le bouquin, donc c'est vraiment complètement bluffant, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur. Donc ça parle de biologistes, d'écologie, et puis alors ça te plairait, Sébastien, c'est que ça nous rappelle nos peurs d'enfance de la nuit, et même parce que, enfin, tous les trois, si c'est arrivé aussi, c'est des coups de flip d'astro perdus au milieu de rien, et tout d'un coup il n'y a plus de bruit, où on sait qu'il y a un animal pas loin, mais on ne sait pas ce que c'est, là. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et il donne une anecdote qui est assez intéressante, parce que ça, vous l'avez vécu aussi avec vos gamins, c'est-à-dire que nos gamins petits, là, on les a tous, enfin tous les trois, je pense, emmenés regarder au moins le ciel, ou partir un peu plus loin dans la forêt, ou dire allez, viens avec moi, je pars sur un petit lac à la montagne, là, en pleine nuit, là. Et t'as le gamin, plus on avance dans la nuit, plus il te serre la main. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout pas lui faire croire qu'on a peur aussi. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Donc un livre très très chouette, Sauver la nuit de Samuel Chaléa aux éditions Premier Parallèle, en livre de poche, là. Très chouette à lire. J'ajoute qu'on avait interviewé Samuel Chaléa en podcast, dans le podcast du mois de juillet 2020. Donc si vous allez sur le site web de Ciel et Espace et que vous remontez un petit peu la généalogie des podcasts, vous tomberez sur cette interview de Samuel Chaléa qui était effectivement passionnant à écouter aussi. Donc je vous conseille, à la suite de la lecture du livre ou avant de le lire, ce podcast. Et puis tant que j'y suis, puisqu'on parle de la nuit et de cette thématique, Sauver la nuit, je vous renvoie aussi au numéro actuellement en kiosque à partir de la mi-juillet, et puis disponible sur notre site web à partir du 1er juillet, le numéro de Ciel et Espace qui est consacré justement au site d'observation dans laquelle la nuit est encore préservée en France. Il y en a plusieurs, on parle des RIS, les fameuses réserves internationales de ciel étoilé. On est allé, toute l'équipe de Ciel et Espace est partie dans toute la France pour aller à la rencontre des gens qui font vivre ces territoires et qui font vivre l'astronomie dans ces régions-là. Donc je vous invite aussi à vous procurer ce numéro en kiosque à partir du 12 juillet et sur le site web de Ciel et Espace à partir du 1er juillet. Eh bien, écoutez, messieurs, voilà, je crois qu'on en a terminé pour ce mois-ci. Les éphémérides de Ciel et Espace s'achèvent. Merci Cyril Birnbaum, merci Sébastien Fontaine pour vos conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission avec, il faut le dire, beaucoup de patience, surtout pour cet épisode qui est assez compliqué, je crois. J'espère qu'il sera intéressant à écouter. L'émission a été présentée, comme chaque mois, par David Fossé. Bonnes observations à toutes et à tous. N'hésitez pas donc cet été à pousser la porte des clubs d'astro.
Je pense par exemple au GAPRA à Antibes, au Club de Bastia auquel j'ai rendu visite récemment justement à l'occasion de ce numéro dont je vous parlais. Je les salue avec beaucoup de chaleur. Profitez aussi des sites d'observation ouverts au public. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous au mois d'août ainsi que dans les pages de notre magazine, sur le site web aussi de Ciel et Espace.